Sur la mer des acronymes, il apparut un jour le radeau du BAEQ, lequel se mit à sillonner l'est du Québec, soit la Gaspésie, les îles de la Madeleine et surtout le Bas-Saint-Laurent. Cela entraîna la création des opérations Dignité, du JAL, puis, plus tard, celle d'une constellation de petites MRC. Le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec est une expérience de planification unique qui débouche en 1966 sur un plan de plusieurs centaines de pages. Le grand objectif, permettre à la région de rattraper le niveau de vie qui existe ailleurs au Québec tout en gardant la même structure démographique. L'angle mort de ce rapport est la volonté de regrouper une partie de la population dans des grands centres. On veut réduire de façon draconienne le nombre de fermes, éliminer carrément les activités agricoles dans plus d'une cinquantaine de villages et enfermer une bonne dizaine. La population qui assiste à une déstructuration de son territoire fonde les opérations Dignité et propose un aménagement intégré des ressources pour développer tout le potentiel économique des paroisses de l'intérieur et surtout rester dans son milieu de vie. Mais Québec n'a jamais cédé. Pour comprendre, nous avons demandé à Robert Laplante, directeur de l'Institut de recherche en économie contemporaine, de tracer les grandes lignes de cette expérience aujourd'hui oubliée ou déformée, de nous dire ce qu'on peut en retenir et de glisser un mot sur la situation actuelle. Le contexte de l'époque, c'est celui de l'émergence de l'État-providence et de l'État-providence canadien. L'État canadien, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, va déployer ses programmes sociaux et il va mettre en place une série de dispositifs juridiques, législatifs, pour accompagner les gestes qu'il entend poser sur une certaine homogénéisation de l'espace économique canadien. Alors, en 1961, le gouvernement canadien va lancer l'opération avec une loi qui s'appelle ARDA, la loi sur l'aménagement régional et le développement agricole. Essentiellement, le gouvernement fédéral réagit à ces analystes qui mettent sous les yeux, c'est-à-dire un accroissement assez rapide des écarts entre ville et campagne, et il est particulièrement soucieux des inégalités qui vont, sinon compromettre, du moins mitiger ses interventions et surtout ses intentions sur l'aménagement de l'espace économique. C'est un constat que font aussi les notables un peu partout au Canada, et le Québec ne fait pas exception. Au sortir des années 50, la politique agricole du Canada est largement mobilisée autour d'un rapport qu'on appellera le rapport Héon, du nom de son promoteur. Et on va mettre en place une série de mesures pour favoriser l'insertion de l'agriculture dans le marché, pour accompagner l'industrialisation de l'agriculture. Et dans le cas du Québec, ça va s'imposer au terme
de lutte que mènent de toute façon les agriculteurs et leurs syndicats, l'ancêtre de l'UPA, l'Union des catholiques des cultivateurs. Et depuis les années 20, ces agriculteurs-là, ces syndicalistes-là, sont particulièrement soucieux de faire naître des politiques d'accompagnement des agriculteurs pour leur permettre de réaliser et de réussir le passage de l'agriculture vivrière, qui est encore largement dominante, vers une agriculture marchande. Dans le cas du Québec, ça va frapper particulièrement les régions les plus récemment ouvertes au peuplement. Donc, le monde agricole, à la fin des années 50, est déjà un monde très clivé entre les agriculteurs de la vallée du Saint-Laurent, particulièrement de la région métropolitaine, qui réussissent leur insertion marchande, ils ont accès à des marchés, ils ont des infrastructures de transport et de commercialisation, alors que dans les régions, les fermes sont très récentes, dans beaucoup de cas, les agriculteurs sont désargentés et la possibilité de réussir cette intégration marchande est plus douteuse. Tout le monde le sait. Les agriculteurs au premier chef, bien sûr, mais aussi les notables qui s'inquiètent de la façon dont le développement se produit, ou plutôt se produit pas, dans leur région. Au Bas-Saint-Laurent, peut-être plus que dans d'autres régions au même moment, ces notables-là vont se mobiliser et revendiquer auprès du gouvernement provincial, comme on l'appelle, revendiquer un effort pour sortir la région de cette trappe à pauvreté et permettre un développement qui donnerait aux citoyens du Bas-Saint-Laurent les mêmes conditions que celles qui prévalent partout ailleurs au Québec. Alors, dans ce mouvement-là, il y a, dans cet ordre de préoccupation-là, il y a une espèce de consensus. Consensus qui est mené autant par les élites religieuses, particulièrement les évêques qui sont très soucieux de la pauvreté des paroisses, et également les notables des petites villes naissantes, chef-lieu en particulier de Rimouski, et aussi des nationalistes. Il y a un consensus largement répandu que c'est une situation inacceptable sur laquelle il faut agir rapidement. Au Bas-Saint-Laurent, ça va se traduire par l'initiative d'une poignée de notables qui vont former une association, une société sans but lucratif, qui s'appellera éventuellement le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec. Et c'est le Conseil d'orientation économique. Le Conseil d'orientation économique, depuis les années 50, c'est l'instrument par lequel monte la préoccupation et les revendications vers une plus grande et une meilleure planification du développement. Et le gouvernement du Québec n'est pas insensible à ces revendications-là, encore que souvent il va les moduler pour des motifs de clientélisme électoral. Et dans le cas du Bas-Saint-Laurent, le gouvernement provincial, qui est là affairé à la grande réforme qu'on appellera la Révolution tranquille, va donner satisfaction à cette initiative des élites locales et octroyer une subvention à ce groupe-là qui va s'appeler éventuellement le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec. Donc, c'est un mouvement qui, dans les termes contemporains, émane d'abord de ce qu'on appellerait, nous, aujourd'hui, la société civile. Okay. Soutenu, évidemment, par les fonds publics, par les subventions publiques. Ce que je comprends, là, c'est vraiment, il commence à y avoir une prise de conscience que la région est vraiment en décalage avec le reste du Québec, puis qu'il y aurait une opération de planification, d'aménagement pour avoir un niveau de vie relativement similaire à ce qui se fait ailleurs au Québec. Oui. Ah, c'est plus qu'une prise de conscience. En fait, c'est une réaction
tempérée, mais de révolte à l'égard de la situation. C'est une misère abjecte qui sévit dans les campagnes, et c'est pas particulièrement meilleur pour les ouvriers et les classes populaires dans les quelques villes qui se développent autour. Dans le cas de Rimouski, c'est surtout les services, c'est le chef-lieu, mais dans les autres villes du Bas-Saint-Laurent, du Témiscouata, c'est des usines de pâte et papier qui sont les employeurs des ouvriers. Alors donc, on va constater qu'il faut prendre les problèmes dans leur ensemble et les traiter dans toute leur complexité. Ce sera l'ambition de ce groupe-là. Puis là, ils mettent sur pied un bureau d'aménagement de l'Est du Québec avec une équipe de planificateurs, d'économistes et tout, qui font des études pendant 3 ou 4 ans. Oui. En 66, ils déposent un rapport. Un immense rapport, en 10 tomes, un rapport qui a été mijoté avec le concours d'une bande de jeunes diplômés de sciences sociales. Et ce rapport-là est teinté de l'esprit du temps, c'est-à-dire de la volonté d'associer la population à sa démarche et d'aller chercher, autant que faire se peut, les propositions qui pourraient émaner du milieu. Alors, sa qualité va devenir son principal défaut. C'est-à-dire que cette préoccupation et ce souci d'associer les populations à l'exercice, ça va aussi provoquer un affrontement des visions et ça va provoquer le rehaussement des attentes à l'égard de ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire un enlisement de plus en plus rapide dans une misère qui compromet la viabilité de ces milieux-là, et évidemment qui condamne les colons, comme on les appelle encore, qui ne parviennent pas à mettre le pied à l'étrier, qui ne parviennent pas à sortir de l'agriculture vivrière, et qui s'y cantonnent en maintenant l'ambition de un jour être des petits producteurs autonomes, on dirait, et qui le font en composant essentiellement un mode de travail hybride, les chantiers l'hiver pour aller chercher du numéraire, aller chercher les liquidités que ça prend pour faire fonctionner la maisonnée, et se cramponner sur des travaux agricoles pour essayer de faire vivre la ferme. C'est un contexte qui est celui que tous les analystes et que tous les planificateurs voudront faire disparaître, c'est-à-dire qu'ils vont largement reposer sur un consensus qui est de dire il faut une plus grande professionnalisation, soit de l'agriculture, soit de la forêt, mais qu'un système hybride comme ça ne permet pas la valorisation des compétences et il ne permet pas la mise en place de mécanismes économiques capables de grande productivité et d'amélioration. Ça, c'est un des premiers aspects, je pense, qu'il a fait, mais il y en a d'autres, parce que c'est un rapport complexe qui peut intervenir globalement dans une région. C'est quoi les autres grandes lignes? Bon, essentiellement, là, si on va rapidement, on constate qu'il y a un déficit important d'infrastructures publiques, donc de services publics. Et là, on est au moment de la Révolution tranquille. Donc, on réfléchit sur les enjeux autour de la scolarité, donc de l'offre de services éducatifs, de la santé, de l'organisation de l'espace et des infrastructures de transport et d'aménagement qui faciliteraient le déplacement des personnes, le transport des marchandises. Le plan est très ambitieux, est assez complet. Et il repose sur l'ambition non seulement d'atteindre les standards de la société de consommation naissante, mais aussi de doter la région d'atouts qui lui permettraient d'être, si on peut dire, à concurrence égale avec les autres régions, d'apporter sa contribution.
De ce point de vue-là, l'ambition est tout à fait légitime et bien menée. Mais elle repose sur un point aveugle qui, à l'époque, fait assez largement consensus, du moins chez les aménagistes qui gravitent autour du plan et qui gravitent aussi dans les universités, c'est que le consensus, c'est, sans le dire trop ouvertement, mais en le disant quand même, que finalement, le modèle de l'avenir, c'est l'urbanité, et qu'il y a très peu d'avenues de développement dans la ruralité et dans l'agriculture. Alors, ça, évidemment, c'est ce qui va correspondre à un certain nombre de thèses qui circulent beaucoup chez les économistes à l'époque, et qui va culminer quelques années après la publication du rapport lui-même dans ce qui deviendra une véritable doctrine d'État, du moins au fédéral, et ça aura ses échos au Québec, c'est la théorie des pôles de croissance. C'est donc cette idée que c'est par les villes que la croissance économique et que le développement vont passer, et qu'en conséquence, il faut s'assurer que ces villes-là aient la masse critique, à la fois de consommateurs et de travailleurs de main-d'œuvre, pour justifier et les équiper pour participer au mouvement de développement, au progrès comme on le souhaite et qu'on le désire. Donc, c'est d'abord ça qui est la principale ligne de fracture entre les aménagistes et les gens qu'ils ont consultés. Les gens qu'ils ont consultés dans les paroisses, ce sont des gens qui sont établis là avec un projet de vie, avec un projet économique et des aspirations. Et ces aspirations-là sont calquées sur l'ambition d'être des petits producteurs, de vivre en milieu rural, de contrôler leurs unités de production et de le faire en ayant la rétribution, donc le statut économique, qui pourrait l'accompagner. Solution pour aménager un pays, par exemple, un pays ou une paroisse ou n'importe quoi, là, qui nous arrive avec une solution, c'est la relocalisation. Je me demande, il n'a pas fallu qu'ils pensent bien longtemps avant de nous apporter ça. Parce que actuellement, ce qui arrive, là, il nous arrive avec le rachat des terres, puis relocalise les gens. Comment voulez-vous qu'on aménage ensuite un rang ou une paroisse qui est toute brisée, qui en manque la moitié là-dedans? C'est pas avec des gens de la ville, puis c'est pas avec les gens des villes que je dis bien, oui, qu'on va aménager un pays. Il faut absolument garder les gens sur place. Puis je pense que c'est pas avec la relocalisation que ça va marcher, ça. Il va falloir trouver d'autres solutions, puis je pense que c'est là-dessus qu'on travaille, comme M. Landry, là. Il faut se grouper et essayer de trouver d'autres solutions que ça. Il y en a. Le mouvement va être travaillé de part en part par les attentes des personnes qui veulent rester là et le diagnostic d'une trop grande partie des aménagistes qui, lui, est déjà rivé sur le pronostic fatal. Il n'y a pas d'avenir là. Donc, ce clivage-là va traverser de bord en bord le rapport. Donc, on peut dire que le rapport, pour tout ce qui concerne l'urbanité, est à peu près dans la bonne ligne. C'est-à-dire que l'avenir lui donnera raison en grande partie. Il va identifier des points importants du développement des villes et de l'urbanité au Bas-Saint-Laurent. Mais là où, évidemment, la dérive va survenir et où la crise va s'amorcer, c'est essentiellement dans le choc des visions et dans le caractère plus ou moins inconciliable des intérêts de ceux qui se font porteurs d'une vision d'enracinement, de développement dans leur milieu, et ceux qui disent qu'il faut s'adapter aux conditions de marché et aux exigences du progrès. Est-ce que vous pensez que demain matin ou la semaine prochaine, on a besoin de faire un acte concret? Est-ce qu'on est prêt? Sans être des révolutionnaires,
travailler pour voir ce qu'on a droit. Puis, à un moment donné, faire de quoi qui est peut-être hors la loi. Je sais pas, moi, nous faire n'importe quoi. Moi, je pense que c'est le temps à un moment donné parce que toute union, c'est n'importe quelle union, à un moment donné, ils ont développé. Ils ont débouché sur de quoi de concret. Ils ont prouvé, ou par une grève, un arrêt de travail, ou ils ont fait d'autres choses, ils ont été reconnus, puis ça a bougé. Quand il y a une pression, ben là, ils donnent un coup d'épaule, puis là, ça marche. Puis je pense que c'est à force de pression qu'il va falloir, qu'on va venir à se débarrasser, si vous voulez, de ce traînage, on n'en plus fini, avant qu'on ait une solution ou une réponse à ce qu'on veut avoir, ou ce qu'on a droit d'avoir au moins. Donc, dans ce que tu viens de mentionner là, je pense que faudrait viser vers une solution de réforme qui serait beaucoup plus adaptée à notre temps. On a besoin surtout d'une organisation. Parce que faites ce que vous voulez, parlez où vous voudrez, puis parlez avec qui vous voudrez. S'il n'y a rien concrètement qui se fait, qui tient debout, voilà. Ouais, jamais on va rien. Parce que ça va parler. Et toutes ces choses-là, ça fait peur. Puis à un moment donné, il faut qu'il y ait des coups qui se bâtissent. Le VAQ avait quand même une approche relativement modulée de l'affaire. Oui. Parce qu'ils étaient très conscients, par exemple, en rationalisant les campagnes, en développant la côte et les centres urbains, en améliorant les transports et tout, qu'il y avait une main-d'œuvre qui serait flottante et qu'il fallait la prendre en charge puis l'équiper avec un bon programme de main-d'œuvre. Oui. Le problème, évidemment, c'est que ils ont mis ce rapport-là, puis quand il est arrivé son application, là, il est arrivé le rapport avec Guy Barterano, il est arrivé le rapport de Métra, qui là proposait vraiment la position qui soutenait cette vision du développement qui traversait l'ensemble du rapport et qui l'a en quelque sorte un peu radicalisé. C'est des notables du coin qui étaient bien sensibles aux réalités à la fois sociales et économiques, mais également culturelles, d'appartenance des gens de leur milieu. Le plan supposait une intervention massive de l'État pour véritablement réussir une opération de requalification de la main-d'œuvre, de remembrement des terres, d'accompagnement d'investissements pour soutenir les besoins d'immobilisation. Et cette décentralisation-là, ni le Québec, ni les milieux locaux n'en avaient les moyens. Okay? Alors, ce qui rendait le milieu à la fois accueillant et fataliste à l'égard des logiques de marché. Et ce sont les logiques marchandes qui ont prédominé essentiellement. Si bien que les recommandations qui vont être retenues de manière spectaculaire, ce seront celles qui seront nourries par le rapport Métra qui recommande la fermeture de 81 villages. Il y en avait presque la moitié autant en Abitibi. Donc, l'idée, à ce moment-là, est de dire, on va cesser de chercher des solutions, on va éliminer le problème. Hein? Le VAQ, par exemple, ne raisonnait pas comme ça. C'est une mentalité d'aménager. Oui. Il voulait ce transfert-là, mettons, de la ruralité vers les centres urbains. Oui. Puis là, miser sur les entreprises, d'ailleurs, assez étranges, footloose, les entreprises qui ont lien avec les ressources, le tourisme, les mines. Essentiellement, la logique était extractiviste. C'est-à-dire, c'est miser sur le bassin de ressources et travailler à dénicher les investisseurs qui pourraient mettre ces ressources-là en valeur. Sur le fond des choses, avec le recul, ce qu'on peut comprendre, c'est que dans cette décision de s'adapter aux réalités du marché, il y avait un procès qui a été sans appel sur l'ambition première. Pourquoi est-ce qu'il y avait autant de villages dans cette région-là, puis dans les régions dites de colonisation? C'est que le Canada français avait fait son expansion sur une ambition de peuplement, d'occupation du territoire, et une ambition
qui passait par la création de paroisses fortes, sur lesquelles, en contrôlant la terre, les élites, et particulièrement les élites nationalistes, pensaient se doter d'une base d'accumulation pour progressivement faire évoluer le milieu vers ce qu'on appellerait aujourd'hui une économie de PME diversifiée. Bon. Cette façon-là de voir les choses, elle a passé à la trappe. On ne voulait plus prendre appui sur l'ambition de la colonisation, de maintien du peuplement et d'en faire la base et le cadre de l'action. Et on a donc d'autant plus aisément pensé qu'on pouvait fermer ces villages-là, qu'on considérait que cette ambition-là était périmée, que cette ambition-là d'un milieu développé sur une base agricole était une idée périmée. Alors, évidemment, les villageois, les paroissiens, comme on les appelait, ils vont protester vigoureusement. Parce qu'il apparaît les opérations des habités. Oui, bien, essentiellement, les mouvements C'est une continuité de déjà ce qui s'était fait. Avec oui, là, tout à fait. C'est là qu'on a absolument censuré complètement. Ouais. Parce que le rapport, et là-dessus, là, on retrouve tout l'orgueil et la vanité des jeunes aménagistes et des jeunes émoulus des universités qui considèrent que écoutez, il fallait le faire, là. Le rapport parle d'une région avec une économie apprenante. OK? Ce qu'il y avait en sous-texte, c'est qu'il n'y avait pas de connaissances préalables. Hein? Il n'y avait pas d'accumulation de savoir. Alors, évidemment, les gens n'étaient pas scolarisés. On pouvait mesurer ça avec tous les indicateurs conventionnels. Sauf qu'il y avait, dans le mouvement de colonisation, tout un réseau d'institutions qui tentaient d'émerger en coopération, en agriculture, en forêt. Et l'ambition première, c'était de prendre appui sur ces institutions-là pour développer les paroisses. Donc, prendre appui sur la coopération agricole pour faciliter l'insertion des agriculteurs dans l'économie marchande, la coopération forestière pour arracher les colons du salariat et arracher les bûcherons des griffes des grands lumber barons qui dominaient la région. Cette ambition-là, complètement censurée. Elle est juste pas du tout sur l'écran radar. On ne voit pas qu'il y avait dans ces éléments-là des ferments de stratégie de développement. Du point de vue des aménagistes, la chose est réglée. En forêt, dès le début des années 50, le gouvernement du Québec avait décidé qu'il ne conférerait aucun statut comparable à celui des compagnies forestières aux institutions coopératives. Les coopératives, c'était des sous-traitants. On a refusé le statut de concessionnaire, donc on refusait aux initiatives du milieu le contrôle sur la ressource. Si bien que les vents du Bas-Saint-Laurent, comme ceux d'ailleurs, se sont retrouvés à la merci de ces grandes entreprises-là qui ont continué de dominer. En agriculture, ça a été un peu plus compliqué parce que l'état de mobilisation était meilleur à bien des égards et on a maintenu pendant un certain temps, grâce aux institutions nationales que s'était donné l'UCC, on a pu maintenir pendant un certain temps des initiatives. Le choc des visions a été provoqué par ces avis de fermeture-là, qui ne sont pas nécessairement au centre du rapport du BAIQ, pas du tout, mais assez curieusement, comme c'est son point aveugle, ça devenait aussi un révélateur. Absolument. C'était le révélateur et le catalyseur de ce qui allait se passer. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que les tenants de cette vision-là, qui était marginalisée, jugée sans avenir, ces tenants-là
c'est à cette vision-là qu'ils se sont cramponnés pour dire il y a autre chose à faire que de fermer les villages. Regardez, si nous avons le contrôle de la forêt, ce que nous pourrions faire. Regardez si nous avons les subsides requis, ce que nous pouvons faire en agriculture. Voici, si on délaisse les modèles conventionnels, ce qu'on va pouvoir faire en production maraîchère. Développer des productions qui, à l'époque, étaient jugées marginales, les bleuetières, les pommes de terre de semences. Il y a eu un répertoire de propositions qui était plus ou moins documenté, mais certaines étaient vraiment visionnaires. Mais ça heurtait de front les orientations de la gestion technocratique de l'agriculture, qui elle-même était orientée sur les meilleurs moyens d'utiliser l'État pour optimiser l'insertion dans le marché. Alors, il va y avoir un foisonnement extraordinaire de suggestions de tous ordres, qui vont aller jusqu'à des solutions de regroupement de villages. Ce sera l'expérience du JAL, hein, Saint-Just, Haute-Claire et Le Jeune, les 3 villages du Témiscouata, qui, refusant la fermeture, vont mettre en place des dispositifs de mutualisation pour dire si on met nos ressources ensemble et qu'on les contrôle et qu'on peut bénéficier des surplus que ça va générer, on va pouvoir se développer. Bon. Alors, essentiellement, le clivage va être là. La réponse de l'État et des aménagistes va être d'une condescendance totale. L'État du Québec est bourré de fonctionnaires qui sont tout imbus de leur pouvoir et de ce qu'ils pensent être leur savoir, et on va considérer de très très haut ces initiatives-là, les jugeant sans en faire une démonstration sur la place publique, plus élaborée qu'il ne faut, les jugeant sans commune mesure avec les bienfaits que le développement bureaucratique et le développement de marché pouvaient donner sur le territoire. C'est précisément toute la question de l'insertion dans l'agriculture marchande. C'est-à-dire que le modèle qu'on voulait faire prédominer, c'était le modèle d'une agriculture industrielle, mais façonnée par les grands axes de développement de la loi fédérale. La spécialisation des régions dans la production laitière, c'était là où l'État voulait aller. Et ces politiques agricoles étaient, et ces politiques de subvention, ces programmes, étaient orientés sur un modèle d'agriculture. Je regardais par exemple la mémoire du curé Banville, qui a analysé avec l'UCC comment on pourrait essayer de sauver une paroisse qui avait un potentiel agricole plus limité. Là, il a essayé de mettre sur pied des groupes forestiers. Tu voyais qu'il s'appuyait sur une tradition. Absolument. Puis là, il a frappé des murs. Alors, il est doué d'aller dans une dimension plus politique, regrouper les paroisses, sur l'opération de dignité, qui a débouché sur une formule qui s'appelle les sociétés d'aménagement des ressources. Qui essayait d'avoir un point de vue plus large possible sur tout le potentiel du milieu. Mais là, ça a été accueilli avec une brique patronale. Absolument. C'était sans surprise. L'UPA, pendant toutes les années 50, avait fait des activités de formation et d'animation dans tout le Québec, autour, par exemple, de ce qu'ils appelaient la ferme rentable viable. Le modèle de développement de l'agriculture familiale, tel qu'on le connaît aujourd'hui, avait été incubé de manière même encore plus sophistiquée, pendant les années 50. Premier document qui a utilisé la notion de gestion intégrée des ressources, c'est les colons de Guyenne qui l'ont fait, qui ont proposé justement une approche intégrée du développement qui conciliait les enjeux sectoriels des diverses productions avec l'aménagement du territoire. Donc, dans le cas des colons de Guyenne, c'était justement le développement d'outils de production mutualisés, c'est-à-dire des packages communautaires, des prairies communautaires, des jardins communautaires. Ces solutions-là trouvaient des appuis dans la population. Le problème de la gestion intégrée des ressources que mettaient de l'avant de façon plus ou moins à droite selon les milieux les colons, c'était que ça questionnait
les orientations de base du modèle. Alors donc, les conditions d'accueil du rapport du BAEQ vont donc être profondément stigmatisées par ces manifestations de protestation et par ces initiatives-là, mais jugées de très très haut par l'État, qui ne va donner suite qu'à la pièce et d'une façon essentiellement dans le cadre d'une politique de mitigation. C'est-à-dire, on désamorce les crises et on ne va pas plus loin. Les colons disaient, ça n'a pas de bon sens, on pourrait avoir une scierie locale ou déplacer le bois, on pourrait avoir une coopérative concessionnaire ou refuser ça. Bref, à chaque fois, on trouvait des façons de temporiser. Alors, une des façons de temporiser, qui a été d'ailleurs encore une fois, un domaine où le fédéral n'avait pas d'affaires là, ça a été les regroupements forestiers et puis les sociétés d'aménagement. Ces mesures-là sont essentiellement des mesures qui permettaient de lubrifier les insatisfactions en donnant quelques éléments qui apparaissaient comme des éléments de solution, mais qui n'étaient toujours que des solutions partielles. Sur la forêt, on a permis l'amélioration du régime, mais on n'a pas changé de régime. Et ce que demandaient les colons, c'était un autre régime. Oui, c'est ça. Mais il y avait, par exemple, l'enseignement de une lutte très importante pour que la paroisse, on va essayer de récupérer des lots intramunicipaux. Absolument. Oui. Ils se sont heurtés à... Dans toutes les régions de colonisation, il y a eu des revendications pour transformer la ressource forestière en patrimoine collectif. Ça a connu différentes formes. Il en est resté des avatars, des forêts domaniales, etc., que l'État a mis en place. Mais c'était toujours des demi-mesures pour acheter la paix, pour désamorcer les crises. Et toutes ces demi-mesures-là étaient celles qui étaient avalisées, si on peut, par les compagnies qui dominaient l'économie forestière. Okay? Qu'est-ce qui arrive avec les sociétés d'exploitation des ressources? Oh, il en existe encore quelques-unes qui bricolent. Non, pas du tout. Ça ne sait pas. Ça ne pouvait pas parce que... Pourquoi ça pouvait pas? Ça ne pouvait pas parce que ça supposait de sortir de la logique extractiviste. Okay? Pour développer sérieusement l'économie forestière, il fallait sortir les compagnies qui tenaient la forêt publique et les conditions d'exploitation de la forêt privée indirectement dans leurs griffes. Donc, il fallait un régime forestier. On ne l'a pas. Il est en crise. Ça fait 3 fois au cours des 15 dernières années qu'on essaie de le refaire.